Bonsoir à tous. Nous allons commencer cette séance en essayant de trouver des contraintes pour l'énergie noire. Comme vous savez, c'est un mystère complet. On aimerait connaître la nature de cette énergie qui fait 70% du contenu de l'univers. Donc on va, dans cet exposé, parler de divers diagnostics possibles. D'abord, on va essayer de donner des arguments au sujet de l'homogénéité de l'univers. En fait, on sait qu'il est homogène, isotrope à grande échelle, mais à petite échelle, on a des structures très contrastées. Et comme on l'a déjà évoqué un peu dans la première séance, c'est que peut-être que cette structuration, ce grand contraste de densité, est source d'une réaction sur les grandes échelles, et peut-être la non-linéarité des équations d'Einstein va peut-être nous donner quelque chose sur une densité efficace qui serait équivalente à une énergie noire. Donc ça, ce serait un point, on va essayer de faire le point là-dessus. Et puis, on passera en revue tous les tests cosmologiques possibles. Il y a des amas de galaxies. Il y a, par exemple, comme vous voyez ici, les galaxies se forment normalement dans le modèle standard lambda CDM du bas vers le haut, bottom-up. Et donc, on forme des petites galaxies qui vont fusionner. On forme les amas de galaxies plus tard. Donc, toute cette croissance va pouvoir être changée par l'énergie noire. Est-ce qu'elle empêche ou favorise la formation de ces structures? Donc ça, on aimerait le savoir. Et donc, on aimerait, en observant ces structures, en avoir des informations sur l'énergie. On aura l'antigravitationnel faible, bien sûr. Les BAO, donc on va bien décrire le détail. Alors, BAO, comme vous savez, ce sont les oscillations acoustiques baryoniques, qui sont les oscillations de pression, en fait, les ondes de pression dans le plasma originel, près du Big Bang, lorsque la matière ordinaire est ionisée, la température étant très chaude, et les photons, la lumière, la pression radiative empêche cette matière ordinaire de s'effondrer, donc on a des oscillations de pression. Ces oscillations, lorsque la matière se recombine, sont gelées dans la matière, et ça nous donne une règle standard qui permet de mesurer les distances, donc la dilatation, ça va se dilater avec l'expansion de l'univers. On va pouvoir mesurer l'expansion de l'univers en fonction du temps. C'est ça qu'on cherche, puisque c'est l'énergie noire qui est responsable de l'accélération de cette expansion. Et puis le taux de croissance des structures, donc on va essayer de le quantifier, et peut-être va-t-on être obligé d'avoir une gravité modifiée pour expliquer toutes ces différences de croissance. Donc déjà, pour préciser un peu ces grandes structures de l'univers, on peut regarder l'univers local. Ça, c'est une belle image de tout le ciel dans les coordonnées de la Voie lactée, la galaxie, qui est à b égale 0, la latitude 0. Alors, comme vous voyez, c'est le survey 2 mass, c'est-à-dire 2 microns. C'est une lumière infrarouge à 2 microns qui permet de pénétrer la poussière. Donc, c'est pour ça qu'on voit la Voie lactée ici avec un peu de poussière, mais quand même, on arrive à voir le centre de la Voie lactée. D'habitude, en optique, on ne la voit pas. Ici, on voit un peu de poussière, mais on voit surtout le centre avec un petit bulbe qui est dû en fait à la barre qui vient vers nous. Et tout ce que vous voyez là, chaque point est une galaxie, et on a mis en couleur celle qui avait la même distance, on a le même redshift, le décalage vers le rouge. Donc vous voyez ici par exemple le Virgo qui est en rose ici, l'amas de Coma qui est en vert, l'amas de Chapelet, enfin bref, toutes ces grandes structures, on voit un nombre. Donc c'est très contrasté, on voit qu'il y a des vides et des grandes structures, des filaments cosmiques. On voit encore mieux lorsque on prend une tranche d'univers. La vue précédente, c'était tout projeté sur le ciel. Ici, quand on fait une tranche d'univers, on a ici l'angle horaire, la position sur le ciel, et puis en profondeur, on a le décalage vers le rouge qui nous sert à avoir la distance par la loi de Hubble-Lemaître. On peut remonter dans ce survey du Sloan. Ici, c'est Sloan Digital Sky Survey. Vous remontez jusqu'à environ un redshift de 0,15 qui correspond à une remontée dans le temps de 2 milliards d'années. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité. On voit des grands filaments, ce qu'on peut croire, puisqu'ils sont dans le plan du ciel, ils ne sont pas dans la direction radiale qui serait les doigts de Dieu, ou les mouvements propres des galaxies, c'est un peu dégénéré avec la dilatation de l'espace. Mais ici, on peut dire que c'est un grand mur. Ici, vous avez des grands murs, filaments ou bien espace à 2 dimensions. Et puis, vous avez des trous, en fait, vous avez des vides. On voit bien les vides qui sont entourés de matière. Donc, tout ça, c'est le réseau, disons la toile d'araignée cosmique ou la toile cosmique.
et on voit que c'est énormément structuré. Alors où est-ce qu'on obtient l'homogénéité? Alors évidemment, quand on remonte le temps, on peut remonter jusqu'au Big Bang, en tout cas jusqu'à la dernière surface de diffusion, qui est la vue du ciel qu'a fait le satellite Planck ici. Et on sait que les fluctuations de densité, là, les contrastes, sont très très petits. La petite fluctuation de densité ρ sur ρ en relatif, c'est 10-5 dans le fond cosmologique micro-ondes, qui est le rayonnement fossile du Big Bang ici. Donc, à un moment donné, c'était vraiment très, très homogène. Donc, à partir de quelle échelle et de quel temps on est non homogène? Ici, vous avez la spectre de puissance, P de K. En fonction de K, K, c'est l'inverse, c'est 2pi sur lambda, lambda étant la taille des structures, par exemple. Et on sait que au début, on part d'un spectre de puissance indépendant d'échelle, n égale 1, ici. Alors, pourquoi ça se retourne? Ici, c'est les grandes structures. On a K qui croît vers la droite, donc ça veut dire les petites structures vers la droite. Ici, c'est les grandes structures qui sont encore linéaires, elles ne sont pas encore complètement effondrées. Et puis ici, on a des structures effondrées, on a peut-être même des oscillations acoustiques. Et ce qu'on voit ici, c'est aussi le fait que les structures au départ, la matière n'est pas dominante. En fait, on a déjà le rayonnement. On a une égalité matière-rayonnement à environ un redshift de 4000. Au départ, c'est le rayonnement qui domine et même la matière noire ne se condense pas à l'intérieur de l'horizon. Donc ces petites structures sont empêchées de s'effondrer et donc ensuite elles s'effondrent avec les baryons après à z égale 1000, mais ici on voit la chute due à ça. Alors ce qu'on voulait essayer de discuter, c'est est-ce que le fait que l'univers soit très inhomogène à petite distance, on a vu un delta rho sur rho de 10 puissance 6, 1 million, ça dépend à quelle échelle on est évidemment, mais est-ce qu'on pourrait tirer de cette inhomogénéité une réaction sur les grandes structures? Alors ici j'ai remis deux équations, les équations de Friedmann qui reviennent de l'équation fondamentale de la relativité générale qui nous dit que la géométrie, alors vous avez normalement dans l'équation d'Einstein un tenseur de géométrie qui nous donne la courbure, etc. Et le terme de droite, c'est tout le contenu de l'univers, l'énergie, la densité, la pression, etc. Et on avait déjà, dans les précédents exposés, retiré ces deux équations de Friedmann qu'il a, disons, déduit en supposant quelques symétries. Donc ici, ce que vous avez, R, c'est le rayon caractéristique de l'univers. Donc la constante de Hubble, donc, qui donne l'expansion, c'est la dérivée R point sur R, dérivée par rapport au temps. Et puis, vous avez la dérivée seconde qui nous donne l'accélération de l'expansion. Vous avez ici une courbure, petit k, qui, on le sait, est nulle. Donc, on va très vite l'enlever. Et puis, ce fameux lambda, qui est la constante cosmologique introduite par Einstein et qui, aujourd'hui, fait partie du modèle standard lambda CDM, c'est-à-dire matière noire froide et puis constante cosmologique, et puis P et ρ. Donc, on va le voir, si on fait la soustraction de ces deux, on va avoir une équation assez simple. Donc, le but, c'est de dire que ces équations ne sont pas du tout linéaires et certainement les diverses dérivées des variables locales qui sont très contrastées ne va pas du tout être égale à la dérivée de la densité moyenne. Donc on ne va pas pouvoir commuter l'équation. Donc certainement, l'univers tel qu'il est complètement inhomogène ne vérifie pas l'équation d'Einstein, l'équation de Friedmann. Alors si on prend ces deux équations, on les soustrait, on voit qu'on a l'accélération, ici, R seconde, dérivée de deuxième par rapport au temps, qui équivaut à lambda, la fameuse constante cosmologique, et puis ce terme, 3p plus ρ. Alors soit on va dire que la solution, c'est lambda non nul. À ce moment-là, on n'a pas besoin de supposer qu'il y a un autre élément, comme l'énergie noire. S'il n'y a que la densité a une pression nulle, hein, parce qu'en fait, la vitesse est pratiquement nulle, elle n'est pas du tout relativiste. Donc, on a un terme ρ qui ne fait que décélérer l'expansion en termes négatifs. C'est pour ça qu'on a besoin de ce lambda. Ou alors, on prend lambda égale 0 et on suppose qu'il y a un autre élément dont l'équation d'état serait la pression qui est égale à un petit W, dont on ne sait rien du tout, mais on peut supposer en fonction de ρ. Alors vous voyez que si donc lambda égale 0 et que ce terme doit être positif pour réaccélérer l'expansion, il faut que 3p plus ρ soit négatif. Donc il nous faut que ce fameux W soit inférieur à moins 1 tiers. Donc on a déjà fait ce petit dessin-là. En fonction
du temps ou bien du redshift. On sait que le redshift, c'est l'inverse de la taille caractéristique de l'univers. Donc ici, vous avez le Big Bang, et ici le temps zéro aujourd'hui. Et on sait que le rayonnement, lui, la densité de rayonnement décroît rapidement, non seulement en 1 sur le volume pour le nombre de photons, mais encore en énergie avec 1 plus z de plus, dû au fait que la longueur d'onde se dilate, les photons, ils perdent de l'énergie. Et puis la matière qui, elle, décroît comme en 1 sur R3, puisqu'on conserve la matière dans l'expansion de l'univers. Et puis cette énergie noire qui est constante, du moins tout ce qu'on sait aujourd'hui dans le voisinage local nous donne une constante pour cette valeur. Et on voit que le gros problème, c'est la coïncidence que lorsque à un redshift un petit peu inférieur à 0,05, eh bien, on a une égalité entre l'énergie noire et la matière. C'est ici à peu près. Et c'est justement lorsque on commence à avoir un contraste des structures, c'est-à-dire que l'on ne peut plus appliquer l'équation d'Einstein, vraiment, parce qu'elle n'est pas linéaire, que l'on a l'apparition de cette énergie noire, d'où l'idée qu'on pourrait avoir cette rétroaction ou back-réaction. Alors tout ça a été bien discuté depuis moins 20 ans, et Greenewald, en 2011, 2013, 2016, avait introduit une méthode de calcul pour essayer d'évaluer cet effet. Est-ce que cette inhomogénéité va produire quelque chose? Alors vous voyez, on parle de l'espace de Hubble. Quand on parle de l'espace de Hubble, c'est l'horizon observable de notre univers qui est très très non homogène, et ils essayaient d'avoir une métrique ici avec une petite perturbation. C'est là le problème, c'est qu'on ne sait pas le calculer de façon complète. Et donc ce G mu, ce serait l'équation lissée, et ils essaient de voir ce que ça donne sur une échelle de Hubble, et ils en déduisent que l'ordre est de 1%, donc très faible, et que finalement ça ne va pas donner grand-chose. On ne peut pas avoir une énergie noire qui tout d'un coup apparaît à cause de ça, et notamment les perturbations qui sont dues à ces inhomogénéités sont vraiment très très non relativistes, d'où leur conclusion. En fait, l'autre clan a réagi et dit mais leur métrique est très très lissée et ça ne convient pas. Donc il y a une autre façon de regarder. On voit bien dans les simulations ici par exemple que quand on prend la moyenne sur un volume, un domaine D, où le rayon est A de D par exemple, en fait chaque partie de l'univers, s'il est vide, évidemment il a une densité inférieure à la densité critique, et on peut le considérer comme un petit univers de Cythère qui a une expansion accélérée. Par contre, les filaments cosmiques, il y a énormément de matière dans les filaments cosmiques, mais le volume est très petit. Le volume est dominé par les vides dans les simulations et dans l'univers aussi. Donc peut-être que l'expansion accélérée des vides va compenser le reste, on n'en sait rien. Donc ici, ils en déduisent qu'on peut avoir exactement la même équation que tout à l'heure, hein, l'accélération en fonction de 3p plus ρ, mais que la moyenne revient à faire une densité effective qui n'est pas exactement égale à la densité moyenne, mais un terme supplémentaire qui justement pourrait introduire ce fameux lambda. On n'en sait rien, mais tout ça reste encore très très ouvert. Alors pour essayer d'avoir une petite intuition, certains ont fait un petit modèle, toy model, comme on dit en anglais, un modèle jouet, qui était Nambu et Tanimoto. Alors l'idée est de dire, je peux faire un calcul lorsque j'ai des petits volumes tout à fait homogènes et faciles à calculer. Alors par exemple, vous avez une sphère ici, d'horizon 0, où on a un vide pratiquement, donc l'univers est ouvert, il y a une densité très faible, inférieure à la densité critique, donc le petit volume en jaune a une accélération de l'expansion. Par contre, il est entouré par un filament ou une surface bleue ici, où la densité est supérieure à la densité critique, donc on a une surdensité. Donc on peut calculer ce que ça donne, en tout cas cet ensemble de deux petits volumes, et puis il le calcule et voit que, alors si on l'appelle le fameux QD, la décélération lorsque c'est positif et l'accélération c'est négatif, au départ il y a une décélération, puis après une accélération. Donc ils en conduisent qu'il est possible qu'une accélération de l'expansion vienne du fait de la superposition de ces vides et de ces régions très denses et très
Bon, ça c'est vraiment un petit modèle très approximé, mais ça donne une petite intuition pourquoi on pourrait avoir des termes supplémentaires qui arrivent dans... Alors d'autres l'ont fait, par exemple Rouquemin en 2017, où il a calculé sur un modèle. Alors au départ de l'univers, vous n'avez aucune énergie noire. L'énergie noire n'arrive à être sensible, puisqu'elle est constante, elle n'arrive à être sensible qu'il y a 5 milliards d'années. Donc au début, ils partent avec un modèle de Einstein de Sitter. Donc là, il faut vraiment supposer que la densité est égale à la densité critique, et l'univers est plat, toujours, à courbure nulle. Et ensuite, ils essaient de calculer ce que ça donne, et voici un petit peu le résultat. Le modèle d'Einstein de Sitter donne cette expansion-là en fonction du temps, et ils arrivent à trouver une valeur efficace de l'expansion qui lui donne une accélération. Donc apparemment, ils auraient une valeur qui pourrait être équivalente à 70% d'énergie noire dans ce modèle. Alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que lorsqu'on fait des calculs approchés comme si la gravité est celle de Newton, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de back-réaction, ce qu'a montré Kaiser et d'autres, 2017 par exemple. Il faut absolument la relativité générale pour avoir cet effet de réaction. C'est dû à l'effondrement et à l'accélération de la courbure nécessaire à ça. Donc ça, c'est un point qui a été discuté. Et puis, certains ont fait le calcul par une simulation N-core avec des petites parties de l'univers, avec des vides et des filaments. C'est assez approché, mais c'est quand même une simulation de Rax et al. Un petit peu comme le modèle joué, mais étendu à un plus grand univers. Et voici ce qu'ils trouvent comme comportement en fonction de redshift. Ici, vous avez le modèle Einstein de Sitter, donc celui qui a une courbure nulle et une densité constante. Et puis, en grisé, vous avez les valeurs des supernovas. Alors, vous savez que l'énergie noire nous a été donnée au départ par le traceur des supernovas, qui nous donnait un indicateur de distance assez lointaine, qui nous donnait une accélération de l'expansion, parce que ces supernovae étaient bien plus loin que prévu par le modèle précédent. Et on a la moyenne de toutes ces barres d'erreur grisées, c'est les points, les petits ronds, là. Et puis, le modèle lambda CDM donne la courbe en rouge, et leur calcul donne la courbe en bleu, qui a l'air de marcher pas mal. Donc, encore un écho d'une possibilité d'avoir une énergie noire par ces facteurs. Bon, la question est encore très ouverte. Buchert et al. Ont fait ensuite des calculs avec des caustiques. Si on voit que les filaments sont dans la matière, et le filament caustique ici, avec aussi des itérations multi-échelles, que l'on voit ici avec plusieurs itérations, avec des structures un petit peu croissantes. Et finalement, même en 2024, certains prétendent que quand on calcule la densité moyenne de l'univers dans l'espace-temps avec plusieurs transformations de jauge, ça veut dire plusieurs feuilletages, ici on a les feuilles d'univers, eh bien on obtient des différentes densités, donc ce n'est pas robuste, et ils pensent que le calcul de cette densité moyenne est un peu artificiel. Donc tout ça vous montre que le débat n'est pas clos, et on ne sait toujours pas si ça va donner quelque chose pour l'énergie noire. Alors ce serait quand même pas mal si on trouvait une solution, parce qu'on n'aurait pas besoin d'une quintessence ou d'une cinquième force, et on résoudrait ce problème que l'on a déjà bien identifié, c'est-à-dire qu'en fonction du temps ou bien de la taille de l'univers, qu'on a mis en log pour faire un effet beaucoup plus fort. Ici, au début, on n'a absolument aucune énergie noire, et puis juste aujourd'hui, juste par coïncidence, aujourd'hui, on a 30% et 70%, et puis bientôt c'est un milliard d'années quand même, on aura 100% d'énergie noire. Donc cette coïncidence est quand même quelque chose qui fait réfléchir, et justement, c'est la coïncidence lorsque le contraste de densité devient grandement 1. Donc maintenant, je passe au diagnostic. Est-ce qu'il est possible, en regardant les structures, mesurant les structures, de distinguer quelques caractéristiques de l'énergie noire? Est-ce que l'énergie noire a un effet sur les structures? Alors ça a été fait par des simulations numériques. Alors je cite celle-ci, mais il y en a d'autres. Par exemple, Alimi et al., qui ont fait trois modèles. Alors le modèle standard de lambda CDM, donc constante cosmologique et matière noire froide, à petite échelle et grande échelle. Ici, vous pourrez reconnaître les deux
maxima ici. Et puis un modèle de gravité supersymétrique, SUGRA, qui est ici, SU-CDM, et puis un autre modèle qui prend l'énergie noire comme une quintessence, un champ scalaire, un cinquième élément, qui est décrit par Rattrapable, d'où le nom RP des auteurs. Et donc vous voyez, ces trois modèles à grande échelle, quand on les met en couleur ici, on ne voit pas la différence du tout. Et à petite échelle, on les voit, hein, les rouges, verts et bleus sont complètement différents, donc c'est trois modèles différents. Donc il est possible de distinguer la structuration de l'univers va être différente en fonction du modèle de l'énergie noire, donc ça c'est très positif. Si on fait de grands surveys, on va peut-être pouvoir avoir des éléments pour essayer de trancher. Alors justement, par exemple, ces trois modèles-là, on voit que le fameux W, l'équation d'état de l'énergie noire, il va être très différent. Normalement, ici, on a ce W qui dépend de A, la caractéristique, le rayon caractéristique de l'univers. Et vous voyez que normalement, on a -1 pour la constante cosmologique et des valeurs qui sont assez différentes pour les modèles différents. Donc, il est très possible qu'on arrive, si on fait des grands surveys, c'est ce qu'on est en train de faire, à trancher un petit peu sur la nature de cette énergie noire. Alors, une autre moyen de cartographier tout ça, matière noire et énergie noire, ce sont les lentilles gravitationnelles, comme on le voit ici. Alors ici, on a une cartographie de l'univers, un petit peu comme le géographe de Vermeer faisait une cartographie de la Terre, là on fait une cartographie de l'univers. Ici, on a un amas de galaxies, on voit les grosses galaxies cannibales du centre des amas, et puis des arcs, comme vous avez des arcs très, très visibles ici. Ce sont des lentilles fortes, c'est-à-dire que la lumière des galaxies de fond est complètement déformée et forme des arcs. Par contre, tous les petits points autour, on est en régime faible, c'est-à-dire des déformations, comme il est indiqué sur ce schéma ici. Donc là, vous avez le télescope, l'observateur, la galaxie de loin, et on voit qu'il y a une déviation, et on pense que l'image est à peu près ici. Donc voici les galaxies de fond. Lorsqu'on met un amas devant, on voit qu'il peut y avoir un anneau d'Einstein, c'est les arcs qui sont complètement symétriques, si la galaxie au centre est pile sur la ligne de visée du centre de l'amas. Et puis, toutes les galaxies de fond, eh bien, elles sont aussi déformées. Alors évidemment, il faut en avoir des milliers, des centaines de milliers, pour essayer de distinguer celles qui étaient déformées à l'avance et puis celles qui vont être encore plus déformées. Donc on appelle tout cela le cisaillement cosmique, c'est la lentille faible, ou weak lensing en anglais. Donc ici, on a par exemple en bleu toutes les petites galaxies qui sont déformées de loin, et qui sont déformées par la toile cosmique, que l'on voit aussi à 3D ici. Et le troisième diagnostic que l'on aura, ce sont justement ces oscillations baryoniques dont on a déjà parlé, ils ont été détectés la première fois en 2005 dans le fameux Sloan Survey, dont j'ai déjà montré une tranche d'univers. Et ce qu'on cherche à voir, c'est des tailles caractéristiques qui correspondent à cet horizon sonore, c'est-à-dire le chemin parcouru par le son du Big Bang jusqu'à la dernière surface de diffusion, qui est 380 000 ans après le Big Bang. Donc on connaît la vitesse du son dans le plasma, on connaît le temps, donc on sait quelle est la taille qui, en coordonnées comobiles, c'est-à-dire après expansion, fait 150 mégaparsec. On voit qu'ici, on l'a vu en fait un petit peu, elle est très faible, et aujourd'hui on en voit beaucoup mieux. Alors je vais rappeler un petit peu l'origine de ces oscillations acoustiques avec les petits dessins qui sont très pédagogiques de Wayne Hu ici. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a des puits de potentiel qui sont dus à la matière noire. La matière noire, elle commence à s'effondrer à peu près à Z égale 4000 lorsqu'il y a équivalence entre matière et rayonnement. Au départ, le rayonnement empêche aussi la matière noire parce qu'elle est plus fort en densité. Mais ensuite, la matière noire commence à se découpler, à former ces puits de potentiel. Donc voici un puits de potentiel de matière noire. Alors évidemment, les baryons, on les a symbolisés par des boules jaunes. Les baryons qui tombent dans le puits de potentiel de matière noire, ils aimeraient bien s'effondrer, mais ils sont couplés par l'interaction Compton des particules chargées avec la lumière qui leur fait un couplage tel que la pression de radiation les empêche de s'effondrer. Donc on a un petit peu comme un oscillateur harmonique, un ressort qui est la pression des photons, pression de radiation. Et donc ils ne s'effondrent pas. Et donc il y a des oscillations acoustiques, ces oscillations de pression, c'est vraiment des ondes sonores. Et on voit comment on peut les voir, comment on peut voir le son. Et bien justement, dans le ciel de ce fond cosmologique de photons qui vient du Big Bang à 380 000 ans, la dernière surface de diffusion ici,
on voit que dans cette oscillation, évidemment, on va avoir des plus chauds et plus froids, là, exactement dans cette oscillation. Et donc, c'est ça qu'on voit en jaune et bleu, plus chaud et plus froid, dans cette saison acoustique. Alors, on peut aussi tracer en fonction du temps ce que va donner. Alors ici, on a en fonction de rayon, il va y avoir une séparation des composants. On a écrit ici en noir la matière noire, en bleu le gaz, les baryons, protons, neutrons, etc. Les photons en rouge et les neutrinos en vert. Les neutrinos, au début, ils sont encore assez importants. Et on voit que peu à peu, les neutrinos vont s'échapper assez vite. Ils se découplent, ils sont très peu couplés avec ni les photons ni la matière. Hein. Ils sont neutres. Et le reste, la matière noire continue à s'effondrer, mais elle est toute seule, elle n'interagit pas avec les photons, donc elle n'est pas sensible à la pression de radiation. Et puis, le rouge et le bleu, les gaz et les photons, ils sont couplés par les oscillations acoustiques. Un petit peu plus tard, donc les neutrinos s'en vont, toujours les photons et le gaz bleu et rouge sont couplés. Alors ici, on a représenté la surface en dessous de la courbe, c'est la masse, en fait, l'air qui est sous la courbe. Donc on peut avoir une petite idée de la masse qui est comprise dans cette oscillation. Et puis arrive le début de la recombinaison. Donc la matière devient neutre, électrons et positons, enfin les protons se couplent et donc se découplent des photons. On voit que bientôt les photons vont repartir ici à la vitesse de la lumière. Et par contre, enfin, les baryons vont pouvoir être sensibles à la gravité et ne pas être compensés par la pression de radiation. Donc on voit ici que bientôt, tout le monde est parti, hein, rouge et bleu, et puis le bleu et le noir. Donc la matière noire, qui est quand même plus massive, un facteur 6, va quand même attirer les baryons, et on va finalement avoir le potentiel central plus l'onde qui fait justement l'onde acoustique baryonique, comme on va la voir ici. Alors ça, c'est en masse. Si on regarde en densité, le pic est plus faible, mais c'est celui-là qu'on va détecter. Alors si on le remet en petite animation, vous voyez que on voit ici le découplage, puis l'attraction de la matière baryonique avec la matière noire ici. Pareil pour la densité qui est beaucoup plus faible, mais on le voit ici se découpler. Et enfin, les deux se rejoignent, le bleu et le noir. Donc c'est exactement ça qu'on cherche à avoir dans les surveys de galaxies. À nouveau, notre petite animation. Alors ce qu'on a fait, c'est montrer un pic, mais évidemment, il n'y a pas qu'un seul pic, il y en a plein. C'est ça en fait qu'on a. Et c'est pour ça qu'on cherche à avoir un spectre de puissance et d'avoir une échelle caractéristique. On n'a pas évidemment qu'un seul pic, on a ce genre de courbe. Donc quand on regarde le spectre de puissance, on voit que celui qui est dans la matière, donc qui est les oscillations acoustiques baryoniques, elles sont peut-être 2 fois moins dans le diagramme, puisque ici on avait plus-moins négatif en fluctuation de température, qu'on a fait un redressement, ils sont tous positifs, donc on a un facteur 2, mais c'est normal. Alors comment on va le regarder? C'est BAO, c'est donc onde acoustique baryonique. Donc c'est une règle, hein, on connaît la taille et on va essayer de voir comment elle évolue dans l'expansion de l'univers. On a le télescope et on mesure cette règle. Mais on peut la mesurer de 2 façons. On peut la mesurer dans le surplan du ciel, donc en angle, distance angulaire. Donc on a une distance angulaire, justement. On sait que les distances en astronomie, lorsqu'on est très loin, ne sont pas les mêmes, en distance luminosité, distance angulaire. Et puis on l'a aussi dans la direction du décalage vers le rouge, du redshift Z. Et on va appeler cette DH, cette distance, C sur H, en fait, puisque c'est en fait ça que l'on va mesurer avec la constante de Hubble, le mètre. Alors cette oscillation avait déjà été vue il y a 10 ans dans les Lyman alpha, Z égale 2.3, dans la forêt Lyman alpha, qui est un moyen d'échantillonner l'univers. Et vous voyez que les points de mesure, c'est les points rouges, et on a le modèle qui correspond exactement.
Et il y a deux choses qu'on avait déjà fait à l'époque. C'est ici, on l'a en espace, séparation en espace, donc c'est la séparation dont on parle ici. Et si on le met en longueur d'onde, K de pi sur lambda, on voit qu'on a la transformée de Fourier. En fait, on a ces oscillations. Ce que l'on voit ici, c'est que cette taille elle est un peu déformée due à la non-linéarité des structures qui se forment. Vous voyez, on a le filament cosmique ou bien la toile cosmique derrière, et on voit en vitesse, là toutes ces petites flèches sont les vitesses, on voit que ça va nous déformer énormément cette structure. Alors ça, on le sait le corriger, donc on le corrige. Alors ici, on a le fameux survey du Sloan qui a été élargi et qui s'appelle eBOS, justement pour Baryonic Oscillation Survey Extended. Donc ce fameux survey, il a toutes ces traceurs. Alors en petit, en vert ici, c'est les galaxies très proches et très brillantes. On les voit toutes, elles sont proches, mais en fait, comme vous le voyez très bien là-dessus, le volume échantillonné est très petit, donc on en a beaucoup moins que les galaxies rouges, brillantes, qui sont des galaxies elliptiques assez massives, que l'on voit ici. Puis ensuite, on a en jaune, on a les quasars. Alors les quasars sont lointains, mais ils sont quand même très puissants. Et le volume échantillonné est très grand, ce qui fait qu'on a encore plus de quasars que de galaxies proches. 740 000 quasars ici. Et puis, en blanc, vous avez les raies, les galaxies à raies d'émission. Alors, les résultats finaux de ce survey étendu, ici sont reproduits. En rouge, on a le DM sur RD. RD, c'est la taille de la règle. Et puis, des DH sur RD. Vous voyez qu'on a mis les points avec les barres d'erreur dues au survey. Les courbes, c'est vraiment les courbes qui sont prédites par le lambda CDM. Ce n'est pas un fit aux données. Par contre, les données tombent exactement sur les courbes, ce qui veut dire qu'on a exactement une constante cosmologique, en fait. On va ici jusqu'à z égale 2. Hein, et rien qu'avec le traceur de BAO, toute seule, on montre qu'il y a une constante cosmologique. Au début, on était parti avec les supernovae, déjà. On a souvent des traceurs combinés, mais là, rien qu'avec les BAO, on voit qu'on a cette constante cosmologique. Ensuite, on a aussi la croissance des structures. Là, on voit que là, c'est beaucoup plus, les barres d'erreur sont beaucoup plus grandes par rapport à la courbe du modèle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette croissance des structures? Elle est quantifiée par ce fameux petit f qu'on va définir maintenant. C'est ici, on voit une petite illustration pour voir comment les structures se forment à partir d'une simulation ici. Et le taux de croissance, c'est ce fameux delta qui est la variabilité, enfin la variation de ρ relative, donc delta ρ sur ρ. Donc si au début le contraste est très faible, donc delta ρ sur ρ est très faible devant 1, et ensuite on a vu qu'il arrive jusqu'à 1 million. Donc on a une énorme quantité de structures. Et on quantifie ce taux de croissance par la fonction f, qui est la dérivée logarithmique de ce delta par rapport à A, la structure, le rayon caractéristique de l'univers, ou bien 1 sur 1 plus z, si vous voulez. Et il est aussi multiplié par le sigma 8, qui est l'amplitude de la fluctuation de la masse dans une taille de 8. Ça, c'est pour calibrer un petit peu la fluctuation de masse de l'univers. Donc c'est ce fameux f sigma 8 que l'on va essayer de tracer et que l'on a vu déjà avec les BAO, qu'on va aussi mesurer avec les lentilles faibles, avec les amas de galaxies et avec le fameux traceur de redshift space qu'on va décrire. Alors actuellement, avec le Sloan, c'est-à-dire le dernier survey, voici un petit peu les barres d'erreur que l'on a sur les paramètres. On a ici oméga m, la masse, qui, comme on le savait, est autour de 30%. Alors on voit qu'en effet, on est bien dans ces valeurs. Et puis le W qui est égal à -1 si on a une constante cosmologique. Et en effet, quand on cumule le CBAO ici, les supernovae, qui ont été le premier traceur à découvrir l'énergie noire, et puis le fond cosmologique, le micro-ondes, le CMB, on voit que tout arrive exactement à ça. Donc on n'est pas encore arrivé à déterminer quelque chose de différent d'une constante cosmologique. Ici, vous avez les mêmes traceurs. On voit que le fond cosmologique, là, le CMB, est très très fin, mais il arrive toujours à oméga m et oméga lambda égale 70% et 30%. Alors dans la courbure, c'est très intéressant. On voit que le grisé, c'est-à-dire le fond cosmologique, est très étendu.
Lorsqu'on le cumule avec les supernovae en rouge, on arrive un petit peu plus, et puis alors le BAO arrive vraiment à déterminer que oméga K, c'est la courbure, et elle est nulle. Ici, elle est vraiment nulle, et oméga M vaut 30%. Alors, il y a quand même des tensions, hein, là on a l'impression que tout le monde est d'accord. Là, pas vraiment, lorsqu'on arrive à l'équation d'état qui dépend du temps, on a W0 et WA. Alors, W0, il peut être égal à -1 ici, OK. Et WA, normalement, si c'est une constante, devrait être égal à 0. C'est bien ce que disent les BAO, etc. Mais lorsqu'on regarde les barres d'erreur de Planck, eh bien, elles sont un peu à côté. Donc, on commence à trouver, peut-être, lorsqu'on est plus précis, certaines tensions. Alors, les contraintes sur la croissance f de z sigma 8, pour l'instant, c'est encore trop... Alors, le modèle standard de gravité de relativité générale, c'est le GR ici, et on voit que les barres d'erreur, c'est vraiment assez grand. On peut regarder aussi ce que donne H0, sigma 8 et oméga M. On voit que toutes les grilles rouge, bleu, cette fois-ci, c'est ce qu'a donne le CMB avec Planck. On voit que les BAO sont quand même en tension avec même H0. On sait qu'il y a une tension sur H0 ici, que l'on voit arriver. Alors, un autre traceur, c'est cette fameuse distorsion que l'on décrit ici. Alors, ici, vous avez un amas de galaxies. Vous avez la distance dans le ciel. Et ici, vous avez la distance dans la profondeur, c'est-à-dire le redshift. Alors, on sait qu'au centre, la dispersion de vitesse dans un amas de galaxies, c'est de l'ordre de 1000 km par seconde ou 2000. Et donc, on a une dégénérescence entre la distance que l'on déduit par le redshift, le décalage vers le rouge, et puis les vitesses propres. Donc, on a cette incertitude, vous voyez, la vitesse est incertaine de ces facteurs-là. Et puis, par contre, au bord de l'amas, au bord de la structure, on a ce qu'on appelle l'effet Kaiser, c'est-à-dire que normalement, toute la matière est en train de tomber sur l'amas. C'est un puits de potentiel. Les filaments cosmiques amènent la matière près de l'amas, et donc on a cette vitesse qui est vers la structure. Alors, en supposant que l'on connaisse bien le biais qu'il y a entre les baryons que l'on va mesurer et puis la matière noire et l'énergie noire derrière que l'on ne voit pas. Alors, quand on fait une simulation de ces corrélations, alors ici, espace direct et puis espace de redshift, hein, c'est ça le espace redshift de distorsion, on voit que si c'était à l'espace réel, évidemment, on a quelque chose qui est tout à fait symétrique. On a supposé qu'il y avait un amas circulaire, etc. Et puis, voilà ce qu'on prédit avec le redshift dû à l'interaction entre les mouvements propres et puis le redshift. Alors, où en est-on de ces mesures? Ici, on a le rapport entre le DA et le DA prédit, la distance angulaire. On voit que c'est à peu près bon. On est autour de 1. Pareil pour H. Et le FZ sigma 8, eh bien, c'est encore assez incertain, les barres d'erreur. Ici, on a le modèle standard de la relativité de Einstein. Et on a deux modèles différents qui sont dans la littérature, essentiellement. C'est le modèle de Dvali et al. Et puis le modèle F de R aussi, qui sont peut-être un petit peu moins bons, mais quand même qui sont toujours à l'intérieur des barres d'erreur, qui sont à 1 sigma ici. Donc, ils ne sont pas interdits encore. On ne peut pas interdire ces modèles avec ces observations-là. Alors maintenant, on a aussi les amas de galaxies qui vont nous apporter autre chose. Comment ils se sont effondrés, en supposant qu'à cette échelle-là, la fraction de baryons est vraiment universelle à 17%. Comme vous le savez, quand on arrive au niveau des galaxies, on n'arrive pas à trouver la fraction de baryons universelle. En fait, il y a beaucoup moins de baryons dans les galaxies, sauf qu'il y a beaucoup de baryons au centre, mais dans le rayon du viriel des galaxies, on manque de baryons. On pense qu'à la grande distance des amas, on va retrouver tous nos baryons. Donc, comme notre traceur, c'est baryonique, il faut absolument qu'on sache s'il est vraiment un bon traceur de tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de tout le secteur noir que l'on ne voit pas. Donc, on va faire cette hypothèse. Et puis, on va essayer de voir si l'énergie noire, est-ce qu'elle participe aux structures, est-ce qu'elle empêche la formation de structures, elle la favorise, et est-ce qu'il nous faut une gravité modifiée ou pas. Alors, pour cela, on va avoir au moins Euclide, des instruments qui ont été lancés. Euclide a été lancé en 2023, pardon.
Et donc, en 5 ans, il va regarder un petit peu tout le ciel avec des milliards de galaxies qui vont échantillonner en fonction du redshift et de l'époque, et puis regarder la croissance des amas, et on aura sans doute des réponses lorsqu'on aura dépouillé les 5 ans de ce survey, qui est à la fois en optique et en infrarouge. On sait que, d'après toujours le même schéma où on a ici notre observation, on se demande si l'énergie est toujours constante ou pas, et on sait que ce n'est que très récemment qu'elle est vraiment sensible, donc d'avoir ce genre d'infrarouge est visible. On n'a pas besoin d'aller comme le James Webb à l'infrarouge très lointain, car on n'a pas besoin d'aller voir les galaxies primordiales. L'énergie noire n'est absolument pas sensible à grand redshift. Donc là, c'est tout à fait le domaine de Euclide. On sait qu'avec SKA, on aura aussi des traceurs de ce genre, que ce soit le nombre de milliards de galaxies ou alors les lentilles gravitationnelles qu'on aura, et on aura aussi des BAO. Donc tout ça va arriver en 2028, donc ça va être très complémentaire. Le SKO va être sensible à des galaxies qui ne sont pas les mêmes qu'en visible et en NIR, donc on aura des choses complémentaires. Alors on a un autre diagnostic qui est ce qu'on appelle l'effet Sachs-Wolf, hein, c'est SW pour Sachs-Wolf intégré. Qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque un photon arrive dans un amas de galaxies, ici on a symbolisé l'amas de galaxies par un puits de potentiel, c'est-à-dire une courbure de l'espace due à toute la masse qu'il y a dans cet amas, en supposant que l'espace est à 2 dimensions, hein, toujours pour le représenter mieux. Alors, on sait que lorsqu'il n'y a pas d'énergie noire, lorsque le contenu de l'univers c'est que de la densité, ici on a un photon qui, lorsqu'il tombe dans un puits de potentiel, évidemment, si vous avez une bille qui tombe dans un puits, elle va aller beaucoup plus vite, c'est la vitesse, l'énergie cinétique qui va être augmentée lorsqu'elle perd de l'énergie potentielle. Alors évidemment, pour le photon, comme il va exactement à la même vitesse, c'est partout, ce qui est la différence, c'est qu'il gagne de l'énergie, il devient plus bleu. Donc la longueur d'onde devient bleue. Et donc vous avez un photon qui est un peu rouge, qui devient bleu. Et lorsqu'il n'y a pas d'énergie noire, il remonte le potentiel, et il redevient rouge, et il repère son énergie cinétique, et il redevient à la même énergie qu'au départ. Par contre, si vous avez de l'énergie noire qui accélère l'expansion de l'univers, pendant que le photon tombe, eh bien, la structure de superamas qui est ici va se dilater, va être sensible à l'expansion accélérée de l'univers, et donc le puits de potentiel sera moins profond. Alors le temps de traversée est de l'ordre d'1 milliard d'années, donc c'est vraiment, ce n'est pas instantané. Donc pendant 1 milliard d'années, le puits de potentiel va se résorber, il va être plus petit, et donc il va gagner, il va perdre moins d'énergie en montant, et il va redevenir bleu, plus bleu qu'avant. Donc c'est cet effet qu'on peut essayer de détecter l'énergie noire directement comme ça. Ce qui a été fait d'ailleurs avec le fond cosmologique, avec le satellite Planck par exemple. Ici, il a fallu stacker ou empiler des vides et des superamas sur la ligne de visée. Alors quand on stack 50 amas, on voit qu'il y a une couleur rouge, un excès, et des vides un bleu, et puis vous voyez que la différence, c'est pas égal, c'est-à-dire qu'on n'a pas, le vide n'est pas égal à la surdensité, on a une différence. De même, lorsqu'on fait une corrélation entre les sources radio, donc du VLA, ici c'était le survey du VLA, et le SMA, on fait une corrélation, on voit qu'il y a en effet en rouge des sous-densités, en bleu des surdensités, et ça correspond, c'est-à-dire que la couleur du photon que l'on voit dépend de la colonne densité de matière qu'on a sur la ligne de visée. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, car on mesure ainsi l'effet ESW, donc on mesure l'énergie noire par ce phénomène. Alors j'ai dit aussi qu'on avait une tension ici, avec H0 et les BAO, hein, on a vu. Et qu'est-ce que c'est que cette tension? En fait, c'est le désaccord qu'il y a entre la constante de Hubble le mètre que l'on mesure directement de façon empirique avec des céphéides, avec des supernovae, avec des traceurs que l'on a calibrés. Donc ça c'est l'échelle, on appelle ça échelle de distance, d'où ce petit schéma. Et puis la constante que l'on mesure avec le satellite, mais la constante n'est pas mesurée de façon directe. Elle dépend du modèle, de certains nombres de paramètres. Hein. Elle dépend du modèle lambda CDM. Donc si on suppose que le modèle est bon, eh bien, on va en déduire un H0 de 73,
Et l'erreur commence à être si petite que ça commence à être vraiment différent. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que peut-être le modèle n'est pas bon, il faut changer quelque chose dans le modèle ou dans les paramètres du modèle, etc. Alors ça, c'est assez intéressant de voir combien la précision des mesures a progressé ces dernières années. Vous voyez qu'il n'y a pas si longtemps, on avait une erreur telle dans les deux mesures, hein, le fond diffus en bleu et les céphéides en rouge, la mesure empirique et locale, et on voit que ce n'est que récemment qu'on a pu, avec les barres d'erreur, les distinguer, et on sait que maintenant, ce n'est pas la même chose. Donc là, il y a vraiment un problème, et on voit que cet H0, donc avec, si on prend les BAO, et même avec les BAO sans autres traceurs, c'est un petit peu incertain, avec la nucléosynthèse primordiale du Big Bang, on arrive à cette valeur-là. Et puis, si on prend l'échelle de distance qu'on a localement, eh bien, on arrive à cette valeur-là. Donc, vous voyez que ces deux valeurs sont un peu incompatibles. Et ça, c'est une tension qui est très intéressante, qui va peut-être nous apprendre beaucoup de choses sur la nature de l'énergie noire ou la gravité modifiée, etc. Alors, justement, sur cette gravité modifiée, il y a certains tests qui ont déjà été faits entre les deux théories un peu qu'on trouve dans la littérature, hein, le F de R et le DGP, c'est une théorie, je n'ai pas le temps de la décrire, mais c'est une gravité qui est un peu modifiée, qui est due au fait qu'on n'a pas que les 4 dimensions, les 3 dimensions d'espace plus un temps, mais on a une dimension supplémentaire qui s'ajoute à grande distance. Et donc, à grande échelle, on dégravite, puisque la gravité s'enfuit dans la 5e dimension, en gros, hein, je mets avec les mains. Et donc, on a moins de gravité et on a donc une accélération de l'expansion. Ça montrerait, ça pourrait expliquer que la gravité modifiée explique l'expansion accélérée. Alors, dans le quart d'heure qui me reste, là, je vais présenter les derniers résultats qui sont sortis cette année du survey DESI. Alors, qu'est-ce que c'est que DESI? C'est Dark Energy Spectroscopic Instrument. C'est un instrument qui fait beaucoup de spectres simultanément sur le télescope de 4 mètres que vous avez ici, qui s'appelle Victor Blanco, comme le nom d'un astronome qui a justement œuvré pour construire ce télescope, qui est à Cerro Tolilo, au Chili, et qui est en train, un petit peu comme le Sloan, de regarder les traceurs de galaxies en BAO, etc. Donc, ils ont fait la plus grande carte de l'univers aujourd'hui, jusqu'à 11 millions d'années. Normalement, en 5 ans, ils auront 40 millions de spectres. Ils n'ont pas encore tout ça, mais les 5 années, c'est 2021-2026. Donc, c'est bientôt fini. Et ils ont donné les résultats de l'analyse de la première année, parce que ça met quand même un certain temps, bien qu'ils aient déjà 3 ou 4 années d'observer. Ils ont donné les résultats de la première année. Alors, voici leur cible. Ici, vous avez les galaxies proches, 13 millions de galaxies très brillantes ici. Vous avez des galaxies rouges, un peu comme pour le Sloan, hein, c'est les galaxies plus brillantes mais qu'on peut voir plus loin. Ici, vous avez des galaxies qui émettent des raies d'émission. Les quasars, 3 millions de quasars. En tout, il y aura 40 millions de spectres en 5 ans, mais pour l'instant, ils n'en ont que 6 millions. C'est déjà beaucoup, c'est beaucoup plus encore que le précédent survey du Sloan. Alors, comment ils font ça? Bien, vous avez un plan focal avec 5000 petits robots. Alors, c'est assez impressionnant. Vous avez un plan focal de 86 cm ici. Et tous ces petits points-là que vous voyez, lorsqu'on fait un zoom dessus, on voit ces petits robots-là qu'on peut manœuvrer, contrôler de façon électrique. Ici, on a encore un plus grand zoom. Ici, c'est 0,1 mm. Donc, ce qui se passe, c'est que on connaît la région du ciel. On a déjà fait une image. On sait où sont les galaxies où il faut avoir un spectre. Évidemment, on ne sait pas régulièrement se passer, donc il faut les connaître à l'avance. Et une fois qu'on regarde cette région du ciel, eh bien, on va configurer le plan de ces robots pour qu'ils correspondent exactement à la galaxie en face. Alors, ça prend quand même relativement peu de temps, puisque le temps de reconfigurer tous les robots pour correspondre aux galaxies, plus lire les CCD de la précédente pause, écrire sur disque, ça prend un peu plus que 2 minutes. Et ils ont des pauses de 1000 secondes, c'est-à-dire 15 minutes, 20 minutes. Donc en 20 minutes, ils ont 5000 spectres. Alors si vous regardez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années, on avait un spectre
par pause, etc., on voit qu'on fait énormément de progrès. Alors là-dessus, ils vont pouvoir calculer, avoir les BAO, enfin avoir la distance de toutes ces galaxies, et mesurer ces deux distances, comme on a déjà décrit, la distance θ, la règle de cette onde acoustique, en angulaire et puis aussi en redshift, donc la distance dh, h sur z. Et puis, il corrige aussi de l'effet de non-linéarité qu'on a déjà mentionné, c'est-à-dire que si vous observez les points en noir, et après correction, on a les points en orange, donc on voit que ça augmente le contraste de la structure si on corrige de ces effets de perturbation. Ici, que ce soit en K, vous voyez que le corrigé est plus grand que ce qu'on observe directement. Alors là, ils ont quantifié des quantités dm sur rd, l'angle avec le fiduciol ici, et que ce soit dans les directions perpendiculaires ou parallèles. Donc on va savoir si c'est anisotrope. Là, il y a un facteur d'anisotropie ici, et celui-ci, c'est la moyenne des trois. Donc ce qu'on voit comme résultat ici, c'est de ce rapport de distance ici, la courbe en gris, c'est la courbe attendue, c'est celle que donne aussi le satellite Planck, et on voit que, à nouveau, on retrouve exactement, à peu de choses près, ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on est toujours compatible avec une constante cosmologique. Ça ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut prévoir un peu après 5 ans, hein, qu'est-ce qu'elles vont être les barres d'erreur? Ici, on a les erreurs prévues. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'à barre redshift, on a toujours une très forte erreur. Pourquoi? Parce que toujours le volume à z égale 0,01 est petit, hein, on l'avait bien vu. On ne pourra pas inventer des galaxies, il n'y aura pas plus de galaxies pour ces redshifts-là, on a un petit volume. Par contre, on a une très bonne barre d'erreur ici, un petit peu moins pour les quasars. Ici, c'est l'erreur pour f sigma 8, c'est-à-dire la gravité, le taux de croissance et la gravité modifiée. Alors pour l'instant, ils ont 6 millions de galaxies sur les 40. Il y a aussi des contraintes sur la valeur W de l'énergie noire. Ça, c'est des prédictions, hein, ce qui pourrait être selon que l'on a positif ou négatif par rapport à la valeur attendue. Et on va pouvoir vraiment contraindre cette valeur W avec un très bon... lorsqu'on aura les 40 millions de galaxies, bien sûr. De même, sur la dynamique de l'énergie noire, est-ce qu'elle dépend du temps? Là, c'était le W0, maintenant, est-ce qu'elle dépend du temps ici? Et là, de même, la valeur de WA, qui est la valeur de dépendante du temps, va en effet être déterminée avec beaucoup de précision, donc dans quelques années. Alors, ce qu'il donne aussi pour le test de la gravité modifiée, donc ce fameux F, la croissance des structures, on voit que dans les galaxies brillantes à barre redshift, eh bien, on aura toujours une barre d'erreur très grande, donc on n'arrivera pas vraiment à cerner un petit peu à cause du nombre de galaxies qui sera toujours de toute façon limité. On voit que par contre, à grande redshift, on a un grand volume et on arrivera à bien déterminer cette courbe qui est la courbe de la relativité générale, donc quelque chose qui va être semblable. Donc en conclusion, je pense que les grandes structures pourraient vraiment contribuer à nous renseigner sur l'énergie noire. À partir de quelle échelle, d'abord, l'isotropie domine, on n'en sait pas grand-chose. On sait que la solution de réaction, de back-réaction, n'est peut-être pas négligeable, on n'en sait rien. Alors ici, on a une illustration de cette échelle d'anisotropie. Ici, c'est très, très anisotrope. Cette fois-ci, on l'a mis non pas en spectre de puissance, mais en taille directe. On voit qu'on a, par exemple, les Lyman alpha pour avoir les petites structures. On a les amas de galaxies, le survey du Sloan, et puis ici le fond cosmologique qui devient homogène. Donc on a un petit peu une distance d'homogénéité. Et on a discuté aujourd'hui donc tous ces tests que l'on a complémentaires pour l'énergie noire, les BAO, les lentilles faibles, les amas de galaxies. Et puis enfin le taux de croissance des structures qui sera perturbé ou non. Et on pourra savoir si on a besoin de gravité modifiée ou non. Donc merci beaucoup. Alors, dans la deuxième partie, on va avoir un séminaire de Sylvia Galli, qui est une
chercheure au CNRS à l'IAP et une experte du Fonds cosmologique. Elle a été une des principales auteurs des papiers de Planck pour les paramètres cosmologiques. Et elle va nous donner un petit peu son opinion sur les tests du CMB.